Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une causerie de la culture de la série La patrimonialisation mémorielle. Alors, nous avons vu lors de la première émission les enjeux en Afrique du Sud et au Mozambique. Et dans cette deuxième émission, nous allons plutôt voir les musées de société dans le sud-ouest de l'océan Indien et par conséquent en Afrique australe. Alors, pour nous parler de ce passionnant sujet, nous retrouvons Fabrice Folliot. Bonjour Fabrice. Bonjour Joël. Alors, nous allons rappeler en quelques mots votre itinéraire et qui vous êtes. Donc, vous êtes maître de conférence, habilité à diriger des recherches de l'Université de La Réunion. Je vous laisse redire deux petits mots sur sur vos zones de recherche, sur votre activité, avant que nous abordions le sujet même de cette émission. Avec plaisir. Merci de m'inviter de nouveau. Enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion, OIES en termes d'unité de recherche, donc Océan Indien, Espace et Société. Je suis géographe et je travaille particulièrement sur l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Mozambique et aujourd'hui plus largement le sud-ouest de l'océan Indien, intégrant la Tanzanie et les îles La Réunion, Maurice et le bassin sud-ouest plus généralement. Bien. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui s'appelle les musées de société. Alors moi, je dois dire que avant notre préparation de cette émission, j'ignorais totalement ce qu'étaient ces musées. Alors, expliquez-nous. Alors pour débuter, il faut, je pense, commencer par une définition assez large du mot musée, de ce que j'entends moi comme étant musée. En fait, je m'appuie sur les travaux d'André Gob et de Noémie Drouguet, qui s'inspirent eux-mêmes donc la définition du Conseil international des musées, créé en 1946, donc l'ICOM. Un musée, donc, c'est un établissement qui est permanent, qui vise l'intérêt général, qui est ouvert aux visiteurs avec une collection étudiée et qui présente donc à un tiers. Et donc moi je vais considérer musée, structure muséale aujourd'hui donc comme synonyme et dans une vision assez large. Je m'appuie aussi pour cela donc de la définition de Georges-Henri Rivière qui distingue les musées des sciences de l'homme, des musées d'art, des musées des sciences de la nature et des musées des sciences et des techniques. Donc là, on est sur une taxinomie qui est assez figée, qui reste assez critiquée aujourd'hui, puisque à ce moment-là, on fait abstraction des formes, des petits musées, des formes souvent assez locales, des musées un peu composites, un peu touche à tout, si vous voulez. Et donc, on a fini par rajouter à cette classification un dernier groupe qui est le musée multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Donc tout ça se mélange un petit peu, c'est pour ça que je simplifie avec le terme de musée de société, qui rejoint donc les espaces et les thèmes sur lesquels je travaille. Et sous ce terme, donc on va regrouper les musées d'histoire, les musées d'ethnographie, d'ethnologie, les musées de la vie locale ou encore les musées de civilisation qui ont un primat un peu plus multiculturaliste et universel. Et c'est ce qui est observé sur les espaces sur lesquels je travaille, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, une approche qui est assez souple et qui va privilégier les composantes notamment de la vie sociale. D'accord. Donc, il y a quelques grandes formes de ces musées qui finalement émergent. Oui, il y a plusieurs formes. Une fois qu'on a défini les musées de société, tels que j'ai tenté de le faire, on peut ensuite encore décliner des sous-formes. C'est ce qui apparaît sur ce petit graphique. On a à mon sens, quatre grandes formes qui émergent. Il y a le musée dit classique que vous pouvez voir donc en rouge. Il y a le mémorial en bleu, le centre d'interprétation en jaune et les musées en plein air donc, qui apparaissent en vert. Tout cela donc pour moi constitue ce qu'on appelle les musées de société et donc ils reprennent les thèmes que j'ai évoqués précédemment, l'histoire, l'ethnographie, l'ethnologie, civilisation et vie locale. S'il fallait rentrer un petit peu dans le détail pour donner quelques éléments, quelques grandes lignes de ces quatre formes de musées de société, alors on dirait que les musées dits classiques, vous le voyez, ont un caractère multifonctionnel. Et Oui, avec ça c'est la partie rouge, la hein, partie musée rouge, oui, classique. tout à Oui. fait. Voilà, avec une collection d'objets d'art qui est étudiée et des fonds constitutifs. C'est le musée classique tel qu'on a l'habitude donc d'appréhender. Alors vous avez les centres d'interprétation également, ça s'apparente parfois à des musées. Alors
leur spécificité, donc c'est en jaune, leur spécificité c'est d'avoir le site même pour objet phare. Et ça rejoint ce qu'on avait dit précédemment, hein, sur les traces et les marques. Donc on a le site qui lui-même est un objet phare, le lieu lui-même en plus de ce qu'on va y mettre après. Et ça c'est une des caractéristiques du centre d'interprétation, et avec une communication aussi qui va être axée sur le partage, le message. Si on revient sur le petit graphique, vous avez le mémorial. Là, il y a une démarche d'adhésion, hein, qui est présente derrière. C'est souvent un lieu grave, un lieu de recueillement, puisqu'il s'y est passé des choses, des faits tragiques, difficiles, et on vient souvent se recueillir sur le mémorial. Et il peut y avoir aussi après du contenu, des pièces qui vont être ajoutées et qui font penser évidemment donc à un musée. Et enfin, vous avez la forme en vert, donc, que l'on appelle le musée en plein air. Là, les origines remontent à la Scandinavie, hein. J'ai en tête l'exemple du musée de Skansen à Stockholm, où on est là donc en extérieur, et c'est une forme muséale qui va jouer sur la reconstitution ethnographique et l'immersion tout particulièrement. Voilà un petit peu pour les grandes caractéristiques de ces 4 sous-formes des musées de société. Alors, je vois dans le titre de votre schéma, musée de société et hybridité. Est-ce que vous voulez un petit peu me détailler? Qu'est-ce que c'est pour vous l'hybridité? Alors l'hybridité, c'est ce que j'ai essayé justement d'apporter dans mon travail d'HDR. Les 4 formes, elles sont établies. Ce que j'ai essayé de montrer moi, c'est sur les terrains qui sont les miens, c'est-à-dire ceux sur lesquels je travaille, l'Afrique du Sud et le Mozambique, dans le cadre de mon habilitation à diriger la recherche. Eh bien, j'ai des formes interstitielles qui apparaissent, c'est-à-dire que parfois vous avez des structures muséales qui ne rentrent pas parfaitement dans chacune de ces cases, de ces 4 blocs de couleurs. Elles empruntent parfois à l'un ou à l'autre. Elles sont donc dans les interstices, elles sont dans un entre-deux, et c'est ce qui est marqué, c'est ce que vous voyez donc dans les espaces qui sont en blanc. J'ai du mal en fait à les faire rentrer dans les 4 sous-formes, et ce qui m'amène donc à avancer ce terme donc d'hybridité muséale. D'accord, alors ce schéma va un petit peu être notre fil rouge tout au long de de cette émission. Alors pour commencer, je vous propose de nous présenter des exemples emblématiques tirés de votre terrain d'études en Afrique du Sud. Oui, on peut décliner peut-être ces quatre grandes couleurs et prendre un exemple emblématique. J'attire votre attention également sur les 2 dominantes qui apparaissent autour de ce petit schéma. J'ai essayé de les caractériser de cette manière. On a une dominante un peu plus émotionnelle selon moi pour les musées en plein air et le mémorial, puisque vraiment les sens sont mobilisés, l'affect est mobilisé. Comme je vous l'ai dit, le mémorial, il s'y est passé des faits tragiques. Le musée en plein air, on est vraiment sur la reconstitution. Donc il mobilise pleinement l'aspect sensoriel. Donc l'émotion est vraiment très présente pour ce type de structure. Là où dans le musée dit classique, on est plus sur une dominante pédagogique. On est vraiment pour apprendre des choses. Donc on est vraiment sur l'aspect un peu éducationnel. Le centre d'interprétation en jaune, bon, je l'ai mis dans la dominante pédagogique, mais associé un peu les deux, l'émotion et la pédagogie. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur des clivages aussi marqués. La plupart des structures muséales tentent de jouer justement sur les 2 facettes, l'aspect sensoriel, émotionnel et l'aspect pédagogique. Puisqu'en fait, on a compris qu'il fallait essayer de faire apprendre par le jeu, par l'interaction, par la médiation. Et c'est d'ailleurs le terme que les anglo-saxons ont avancé d'edutainment, c'est-à-dire l'association de éducation et de entertainment, donc on peut traduire par ludisme, amusement. Et aujourd'hui, donc, on est sur des formes là aussi qui associent un petit peu les 2. Et donc, pour prendre quelques exemples très emblématiques, eh ben, en termes de musée, on va qualifier de classique, donc ce qui était en rouge. Donc on a évidemment le musée de l'apartheid en Afrique du Sud. On a vu dans l'émission précédente que c'était une marque. Musée de l'apartheid donc créé en 2001. Un musée qui s'est inspiré, les architectes se sont inspirés du musée mémorial de l'Holocauste à Washington en termes pour ce qui est de l'architecture. Donc là on est vraiment dans ce que j'évoquais, l'edutainment. On est sur des aspects très graves, tragiques. On raconte l'histoire de l'apartheid, ce qu'a été cette période entre 48 et 90-91 hein, pour le démantèlement des lois de l'apartheid, avec une narration qui est vraiment mise
la difficulté, sur le son qui va être très prenant, très strident, sur les images qui vont être difficiles. On est dans ce musée on est très désorienté, on est très mal à l'aise, mais c'est fait à dessein. C'est pour exprès vous donner cette impression d'être dans des camps ou dans des prisons. Les barreaux sont très présents, vous êtes mal à l'aise, et cela a été conçu de cette manière. Vous avez un fond constitutif qui est là, qui est étudié. Le musée fait partie, est devenu un élément incontournable pour les sorties scolaires sur la région de Johannesburg. Sur leur site internet, vous voyez les livrets scolaires à l'attention des enseignants et des élèves. Donc on est vraiment sur un aspect très pédagogique. Et on est là donc dans un musée classique, un des plus visités, plus de 50 000 visiteurs par an, avec des éléments tangibles et des éléments intangibles à l'intérieur. Et j'ai pour souvenir notamment un gros casse-pire, donc ces gros véhicules blindés qui est entré dans les townships sous l'apartheid, qui est là dans ce musée et dans lequel on peut pénétrer d'ailleurs. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le visuel du musée. En fait, moi, ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est la porte d'entrée. Oui, alors donc les dunes Tedmond, effectivement, à côté de cet aspect grave, austère, difficile, mais qui a été fait à dessein, on a aussi des aspects beaucoup plus, alors j'allais dire, ludiques, on va le dire de cette manière, et ça commence dès l'entrée. Vous avez un ticket qui vous est attribué de façon aléatoire, où vous avez le ticket, vous le voyez donc en haut à droite, hein, sur ce petit visuel, où vous avez le ticket ou blanc ou non blanc. Et cela vous ramène en fait à l'arbitraire de l'apartheid. Voilà, parce que vous naissiez dans ce pays et vous ne choisissez évidemment pas. Et donc là, en vous donnant ce ticket, vous entrez par une porte différente. Et vous avez sur les 50 premiers mètres une partie du musée qui va être différente et qui vous donne à voir ce qu'était pour un blanc ou un non-blanc la vie sous l'apartheid. Donc on vous fait prendre conscience et apprendre des choses graves en jouant un petit peu ce qu'on appelle le teach by showing, apprendre en s'amusant. Et ça commence donc avec cette double entrée blanche et non blanche. Et vous avez comme ça encore plein d'autres éléments symboliques après qui apparaissent dans le musée. Un autre exemple est qu'au début on est sur des corridors très étroits, très austères, donc qui rappellent le monde carcéral. Et plus on va vers la fin, la symbolique est d'avoir des corridors beaucoup plus ouverts, beaucoup plus espacés, beaucoup plus aérés. Quel est le message derrière? C'est que l'Afrique du Sud a tourné la page de l'apartheid, est sorti de la pénombre pour aller vers la lumière. Et vous avez énormément d'éléments symboliques comme ça qui apparaissent dans ce musée. Ah, extraordinaire, oui. Là, en l'occurrence, voilà, musée de société, c'est bien qui reflète la société passée et présente de l'Afrique du Sud. Alors, on va peut-être prendre un autre exemple à présent. Oui, alors on peut prendre des exemples cette fois-ci donc de centres d'interprétation, donc autres sous forme des musées de société. Deux exemples, l'un au Mozambique, le Matola Red, l'autre toujours en Afrique du Sud, l'Illisley Farm. Pour ce dernier, on est donc à Rivonia, on est toujours sur Johannesburg. Ça a été un ancien repère d'activistes dans les années 60 et le lieu est surtout connu pour avoir donc enduré l'assaut de la police d'apartheid en 1963 et l'arrestation de 19 activistes. C'est une ferme qui a été réhabilitée aujourd'hui, hein, donc on peut considérer ça comme une trace marquée, on sait très bien ce que c'est maintenant. On est à la fois sur l'aspect un petit peu éducationnel et l'aspect également de l'émotion. En fait, ce qu'on veut nous faire prendre, ce sur quoi on insiste dans ce centre d'interprétation, c'est qu'il y a une rupture dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, hein, qui est dans justement cette période des années 60. Et c'est pour ça que ce centre d'interprétation a autant d'importance. On va passer en Afrique du Sud à une lutte qui jusque-là reposait sur la désobéissance civile, donc la lutte non violente, à la lutte qui va utiliser des modes d'action violents, avec notamment les fers de lance de la nation, donc c'était des commandos. À la tête de ces commandos, Nelson Mandela, il faut s'en souvenir. Et donc ce centre d'interprétation marque un petit peu cette bascule entre la lutte non violente et la lutte qui va donc faire usage de la violence, parce que les activistes qui vont être arrêtés avant de commettre leurs délits, en 1963, selon donc les documents d'époque, avaient pour
Objectif donc de préparer des actes de sabotage contre le régime en place. Donc là, on est sur ce centre d'interprétation. L'autre, c'est le Matola Raid. Donc là, on est au Mozambique, au sud de la capitale Maputo. Là aussi, on a un fait historique qui s'y est déroulé en 1981. Vous avez la police sud-africaine, la police d'apartheid, qui est intervenue dans un territoire extérieur, donc au Mozambique, pour aller donc frapper les activistes de l'ANC, donc qui combattaient l'apartheid en exil, donc au Mozambique. Il y a eu là donc 13 activistes qui ont été tués. Il y a eu un certain nombre de films sur cet épisode des années 80 mené par le gouvernement d'apartheid. Et on a là, c'est intéressant, juste une petite parenthèse sur le Matola Raid, on est là sur une diplomatie muséale, puisque ce musée a été constitué par l'Afrique du Sud et par le Mozambique. D'ailleurs, il y a des plaques quand vous arrivez qui montrent vraiment les deux présidents, le drapeau des deux pays. Alors, on pourrait dire que c'est une diplomatie, une coopération muséale, mais dans les faits, on voit plus l'architecture et le style sud-africain au Mozambique qu'autre chose. C'est-à-dire on retrouve ces couleurs ocre, ce mélange de photographies, de documents d'époque et de multimédia. C'est très sud-africain comme musée, puisqu'on avait vu déjà des exemples de musées au Mozambique, moins sur le multimédia, beaucoup plus sur des documents tangibles. Là, on a quelque chose qui s'apparente à un musée sud-africain, entre guillemets, au Mozambique. Derrière la diplomatie mémorielle, on va dire, entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, on a plutôt une forme peut-être d'ingérence, mais voilà, une Afrique du Sud qui marque son influence dans son jardin africain, et notamment donc au Mozambique. Donc là, on est sur un point d'étude géopolitique. Une forte coopération. Voilà, une forte coopération, Voilà. On va dire ça comme ça. On va repartir sur d'autres exemples en Afrique du Sud. Oui, alors on avait vu le centre d'interprétation, on peut parler de mémorial. Alors l'exemple précédent s'apparente, justement on parlait d'hybridité, pour moi c'est un centre d'interprétation et aussi un mémorial, puisqu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été tuées pour le Matola Raid, donc il y a aussi ce lieu qui peut faire office de recueillement. Mais alors l'exemple le plus emblématique en Afrique du Sud, c'est véritablement le Hector Peterson Memorial. Là on est en 1976, le 16 juin, donc vous avez les écoliers de Soweto qui manifestent, je l'avais dit dans l'émission précédente, contre l'apprentissage d'une langue dont ils ne veulent pas. Il y a la police qui tire sur la foule, 300 morts, plus de 300 morts durant cette journée. Ça va être un acte marquant, grave, un acte tragique qui va vraiment marquer les consciences. L'année 1976 marque vraiment une bascule dans la lutte contre l'apartheid. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une photographie va être particulièrement prise, c'est la photographie de Sam Nzima, celle où on voit justement Hector Peterson qui donne le nom à ce musée, qui est porté à bout de bras par un camarade. Et cette photo va faire le tour du monde. Et donc la communauté internationale va ouvrir les yeux dans les années 70-80 sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc ça marque un avant et un après. Donc c'est en cela qu'on a créé ce mémorial aujourd'hui, en hommage à l'un de ces premiers écoliers tués. Donc vous voyez, aujourd'hui on est à Soweto avec énormément de touristes extérieurs par groupe qui arrivent et qui visitent ce mémorial. Vous avez ces petites plaques là qui sont photographiées par des visiteurs qui représentent, sur lesquelles il y a les noms de tous les écoliers qui ont perdu la vie durant cette journée funeste. Et alors on pourrait dire que c'est un peu comme le musée de l'apartheid qu'on avait vu précédemment. Et c'est en cela où le mémorial est un petit peu différent, parce que là aussi on raconte aussi ce qu'était l'apartheid à Soweto, etc. La différence c'est que ici la tonalité va être beaucoup plus personnifiante, elle va être beaucoup plus tragique autour de cet écolier qui était Hector Peterson. C'est en cela qu'on peut parler de mémorial, là où le musée de l'apartheid c'est vraiment tout ce qu'a été l'apartheid en Afrique du Sud, qu'on avait vu précédemment. Je voulais juste ajouter que la langue contre laquelle s'étaient élevés les jeunes écoliers, c'était l'apprentissage de l'afrikaans. Tout à fait, l'afrikaans, la langue donc dérivée des premiers colons, des colons hollandais, des Boers. Entendu. Alors continuons dans le KwaZulu-Natal à présent. Et ce sera notre dernière forme de musée de société. Alors celle-ci, elle est sans doute, elle est la plus connue, elle
elle ne laisse pas indifférente, on va dire ça comme cela, parce que c'est la visite des fameux villages culturels ethniques en Afrique du Sud. Donc je les range moi dans la catégorie des musées en plein air, puisque bien il s'agit bien de cela. C'est parmi les produits touristiques les plus utilisés en Afrique du Sud, les plus notoires. Ça fait polémique puisque voilà, on est dans une forme un peu d'essentialisme ethnique, d'un certain tribalisme qui est en vogue, hein. Alors les exemples les plus connus, c'est le parc de l'Essedi à Johannesburg, le parc de Pezulu au KwaZulu-Natal. Il y a aussi Shakaland au KwaZulu-Natal. Alors vous êtes sur place, vous avez des peuplades bardées de particularités spécifiques, donc une sorte d'atavisme en fait, hein. On prête des caractéristiques à certaines ethnies. Les Zoulous sont des guerriers, les Ndébélés sont des artistes, et donc on simplifie et on chosifie un petit peu donc on est vraiment dans une réification en fait des différentes ethnies. On a l'impression qu'elles sont un peu figées dans le temps, dans un certain âge un peu romantique. C'est très romanesque en fait, hein, précolonial et des premiers temps de la colonisation. Donc on est vraiment dans une mise en scène haute en couleur, une imagerie poétisée. Et alors ce qui est frappant, c'est que dans le nom de ces villages culturels, on va vous dire village traditionnel ou village authentique. Et c'est là où ça peut induire en erreur évidemment les visiteurs de passage, qui pour beaucoup d'entre eux sont des visiteurs extérieurs, en se demandant si les populations noires vivent toujours de cette manière en Afrique du Sud. Il y a une ambiguïté qui est là, qui n'est pas levée en fait, hein, qu'on laisse planer, sans doute à dessein. Alors ça rentre aussi peut-être en résonance avec ce que un certain nombre de visiteurs veulent voir de l'Afrique du Sud. Il y a peut-être aussi cette rencontre sur un certain folklore qui est recherché. Il y a des auteurs en géographie qui ont parlé, qui utilisent le terme de simulacre pour parler donc de ce type de prestations touristiques, c'est-à-dire des copies d'imaginaire. Et donc ici on est sur un musée en plein air qui va jouer vraiment sur le sensoriel. Donc vous allez assister à des spectacles de danse, à la magie traditionnelle, vous allez boire de la bière traditionnelle, etc. Et la construction de mythes, le mythe zoulou, le mythe, et donc on va décliner comme ça toutes les ethnies sud-africaines. Regardez la photo qui est au centre, elle est assez parlante. C'est à l'Essedi, vous passez d'un village à l'autre et chaque village renvoie à une ethnie. Donc il y a les Zoulous, il y a les Ndébélés, et à chaque fois vous changez d'univers avec des caractéristiques bien particulières qui vous sont montrées. Ah oui, ça, c'est un côté absolument étonnant, hein, de ce type de musée. Alors, on va revenir un petit peu sur l'hybridité, hein, et on va revenir sur votre schéma et puis on va aborder quelques exemples, justement. Voilà, donc sorti de ces quatre grandes formes, moi après j'ai pu voir que sur le terrain la réalité était plus complexe que cela, encore plus complexe que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que parfois vous avez des formes, j'ai utilisé le terme d'interstitiel ou des formes hybrides, et voilà, ça emprunte à deux ou trois couleurs, hein, c'est-à-dire formes de musées Ouais. de société. Alors l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est évidemment donc le quartier de Soweto, pris généralement, c'est vraiment le quartier emblématique. Voilà, Soweto, 1976, les émeutes, on l'a déjà évoqué, ces zones de non-droit et qui aujourd'hui est devenu un hyperlieu touristique. Mais alors, quand vous visitez Soweto aujourd'hui, et notamment le secteur d'Orlando, on a du mal à se dire si on est dans un musée en plein air ou dans un mémorial. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, vous avez le quartier en entier qui a été patrimonialisé. C'est-à-dire que les maisons, les petites maisonnettes boîtes d'allumettes, c'est les maisons caractéristiques de l'apartheid, ont été donc réhabilitées, refaites, en gardant donc l'idéal de départ, enfin l'architecture de départ, pour bien montrer ce que c'était que les maisonnettes d'apartheid. Donc on est sur des opérations de réhabilitation. Les trottoirs ont été refaits. On a ouvert des petits commerces. Les bars clandestins sous l'apartheid, ce qu'on appelait les shebines, sont là aujourd'hui dans un cadre formel et accueillent les visiteurs. Vous avez des spectacles de danse, de l'événementiel dans les rues. Vous avez également des grandes plaques. Alors, je vais vous montrer ça sur la photographie précédente. Voilà, vous voyez des grandes plaques qui apparaissent à même les trottoirs, qui eux-mêmes ont été refaits et qui racontent ce qui s'est passé durant cette journée, donc des émeutes des écoliers de Soweto. On voit là ici les restaurants, les boutiques de souvenirs, des auberges de jeunesse qui ont ouvert, des bed and breakfast. Donc on a un quartier tout entier qui s'est patrimonialisé. Et donc on est dans un espace vécu,
qui a été muséalisé, puisque vous avez aussi la maison Mandela, vous avez le Hector Peterson Memorial. Donc tout ça donne une impression de très grande hybridité, où on ne sait plus vraiment si on va visiter un musée, un mémorial, si on est dans un musée à part entière. Certains secteurs de Soweto, on a l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. Et donc on est sur une forme là très hybride que j'ai appelée donc espace vécu, puisque les gens y vivent, espace vécu muséal. Euh, Peut-être un autre exemple assez similaire, cette fois-ci donc à Inanda, donc au KwaZulu-Natal, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Là, je l'avais évoqué déjà, la figure de Gandhi, Gandhi en tant que personnage phare ayant donc vécu ici. Gandhi a rappelé que c'était en Afrique du Sud qu'il a forgé le satyagraha, la force de la vérité. Donc son combat est né en Afrique du Sud après l'éviction d'un train de manière forcée, parce qu'il occupait le wagon qui était attribué aux Blancs et qui ne voulait pas changer de place. Donc c'est pour ça qu'il va rester en Afrique du Sud et qu'il va lutter donc pour le bien, on va dire, de sa communauté. Et bien, quand vous visitez ce quartier aujourd'hui, le quartier d'Inanda, eh bien, vous avez sa maison qui a été muséifiée. On l'a vu, il y a la maison de presse où il a édité son journal qui a été muséifiée. Mais vous visitez le quartier, qui est une sorte de township, qui lui aussi a été réhabilité, patrimonialisé. Il y a une autre figure qui apparaît également, c'est celle de John Dubé. On peut voir la statue à droite. John Dubé a été le fondateur de l'ANC, donc premier président de l'ANC, et Nelson Mandela, pour lui rendre hommage, et c'est la photographie que vous voyez en haut à gauche, cette fois-ci vous avez la statue de bronze de Nelson Mandela. Nelson Mandela est venu voter en 1994 dans ce quartier, en hommage à John Dubé. Donc on a un quartier qui a vraiment une richesse historique très forte entre Gandhi, Dubé, Mandela, tout ça est réuni. Vous avez des maisons qui ont été muséifiées, tout ça dans un espace vécu qui lui-même a été patrimonialisé. Donc on pourrait parler d'un tour muséal. Et on est vraiment sur une forme des plus hybrides. Alors, on va passer rapidement encore un petit peu en Afrique du Sud avant d'aborder d'autres territoires. Alors peut-être un dernier exemple, je vais être un peu plus rapide, sur le Voortrekker Museum. Celui-là m'interpelle également en termes d'hybridité, puisque là on est sur un bâtiment qui est lié à l'histoire afrikaner, l'histoire des Boers en Afrique du Sud. C'est un monument dissonant dans l'Afrique du Sud actuelle, puisque ça renvoie aux racines de l'apartheid. On a un bâtiment de granit avec voilà, des couleurs sombres à l'extérieur qui rappellent la dureté de l'Afrique. À l'intérieur, c'est le contraire. C'est très lumineux avec du marbre, la plus grande frise de marbre au monde, qui environne tout le bâtiment à l'intérieur et qui donne une vision un peu héroïque des Afrikaners, dépeints en héros, alors que les Zoulous, qu'on peut voir sur la frise, que vont affronter les Afrikaners, sont plutôt dépeints en peuple, en horde vraiment très importante, mais qui vont finir par perdre. Donc on a une vision très romanesque des éléments. Mais en quoi on peut parler d'hybridité, c'est que si on va donc voilà sur le dernier étage donc de ce bâtiment, vous avez un cénotaphe qui est présent, qui symbolise le tombeau d'un des dirigeants afrikaners, donc Piet Retief. Et vous avez un petit orifice dans le toit de ce bâtiment, et tous les 16 décembre, qui est vraiment le jour de Dieu pour les afrikaners, et bien vous avez une lumière naturelle qui passe par ce petit trou, ce petit orifice dans le toit, et qui va inonder de lumière le cénotaphe. Donc pour les afrikaners, c'est un lieu de recueillement très important. Ça leur rappelle vraiment toute leur culture. Donc on est à la fois dans un centre d'interprétation, à la fois dans un mémorial. On est aussi là dans un cas d'hybridité patrimoniale. Ah oui, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que là du coup on se trouve dans un musée qui met en valeur, qui a subsisté, qui met en valeur une partie de la population qui était quand même à l'origine de l'apartheid. Donc ça c'est assez étonnant. Ce musée fait toujours polémique aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est un objet sensible, mais il reste très visité. Donc il est là. Et dans la politique de réconciliation nationale portée par le parti au pouvoir, il est toujours, il trouve sa place. On va terminer par un petit clin d'œil sur vos recherches récentes sur la Tanzanie notamment et avant de finir sur la Réunion et Maurice. Oui, je m'intéresse à d'autres terrains aujourd'hui en essayant de décliner ces travaux et cette méthode. Et en termes de déploiement spatial, il y a un terrain africain qui m'intéresse, la Tanzanie. On était récemment en mission sur place avec un certain nombre de collègues, Dar es Salaam et Zanzibar. Dar es Salaam, donc on a notamment le musée national qui s'apparente à un musée
assez classique, hein, donc un musée de société tel qu'on a pu voir pour l'Apartheid Museum. À Zanzibar, c'est très intéressant. Vous avez le All Slave Market que vous pouvez voir sur les deux photographies inférieures. Là aussi, on est dans un cas d'hybridité puisque vous avez à la fois un centre d'interprétation sur la traite orientale. Donc on nous explique la traite, l'esclavage dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc ça c'est très intéressant, c'est très unescoisé comme méthode. On rappelle que le Slave Market se situe dans Stone Town, qui est un territoire donc aujourd'hui qui est classé donc patrimoine à l'UNESCO, patrimoine culturel. Et vous avez également sur ce site, vous avez également donc deux cachots, là où où les esclaves étaient donc entreposés, hein, c'est le terme qui est utilisé, et aussi le lieu où il y avait donc la vente des esclaves. Je rajouterai juste sur les cachots, c'est que la véracité de ce fait est aujourd'hui contestée, hein, je renvoie aux écrits de Marie-Aude Fouéré. Quoi qu'il en soit, il y a aussi cette dimension tragique sur place qui rappelle un peu la dimension mémoriale. Donc on est centre d'interprétation, mémorial, et même un peu musée à ciel ouvert, puisque il faut sortir pour aller à l'église qui a été construite elle-même sur l'ancien lieu de vente des esclaves. Donc encore un cas d'hybridité patrimoniale. Oui, oui, avec l'émotion très présente. Oui. Et donc, on va terminer sur La Réunion et Maurice. Oui, autre objet d'étude récent et qui m'intéresse particulièrement autour de deux pages d'histoire, la traite et l'esclavage et l'engagisme sucrier. Et on peut décliner comme ça quatre objets, lieux, quatre structures muséales intéressantes. Nous avons donc à La Réunion les Lazarets et Villèle. Alors les Lazarets qu'on rattache traditionnellement à l'engagisme et qui est plus vu aujourd'hui comme une zone de quarantaine ayant accueilli hein, les visiteurs avec les soupçons donc évidemment de différentes maladies qui sévissaient à l'époque, qui s'apparentent à un centre d'interprétation donc en devenir. Hein. Le Lazaret numéro 1 aujourd'hui est bien mis en valeur, le 2 est en cours. Le musée de Villèle est lui un musée historique, classé musée de France, hein, bien établi. Et qui est traditionnellement rattaché plus à la page de l'esclavage. Nous avons leur pendant à Maurice, c'est intéressant. Alors Maurice, non seulement c'est leur pendant, mais ce sont deux sites qui sont classés à l'UNESCO. Donc nous avons là la Pravasigat et la montagne du Morne. La Pravasigat qui se rattache beaucoup plus donc à l'engagisme, site donc unescoisé là aussi, centre d'interprétation. Et la montagne du Morne. Alors pour la montagne du Morne, on pourrait dire que c'est plutôt un site en plein air, c'est pas une structure muséale, mais depuis peu, pour ceux qui sont allés et ont dû le constater, depuis peu donc on a constitué un petit musée ethnographique au pied de la montagne du Morne qui représente le mode de vie des marrons, donc des esclaves fugitifs. Et donc derrière, il y a aussi tout un travail sur l'identité créole. Donc on a une forme de musée en plein air qui est apparue. Et donc tout ce travail se fait évidemment hein, dans le prolongement hein, de la route de l'esclavage et de l'engagé qui avait été porté par notre collègue Sudel Fumar. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de ce nouvel épisode des causeries de la culture dans la série Patrimonialisation mémorielle. Merci infiniment, Monsieur Folio. Plaisir. Alors, nous allons nous retrouver bientôt pour une troisième émission sur les crispations autour des statues dans l'espace public, mais cela sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook de l'Université numérique de La Réunion. À très bientôt.